C'était il y a tout juste 50 ans. Le bref conflit israélo-arabe de juin 1967 a durablement ébranlé le Moyen-Orient. Un demi-siècle plus tard, l'occupation israélienne des territoires palestiniens se poursuit et les frontières de 1967 restent sur le papier la référence pour un règlement potentiel de ce conflit. On en parle avec Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Votre nouveau livre a pour titre « Israël-Palestine, la défaite du vainqueur ». C'est aux éditions Actes Sud, collection Sinbad. Commençons peut-être, si vous le voulez bien, par l'actualité brûlante, ce que l'on vient de voir. Ce qui se passe au Moyen-Orient, qu'est-ce que ça vous inspire? Le Qatar, qui est ce soir totalement isolé par ses voisins. Il y a deux choses. Il y a la dimension, disons, géopolitique, où effectivement on a une tension très forte en arrière-plan, comme ça a été expliqué tout à l'heure, entre l'Arabie Saoudite et puis l'Iran. Et donc le Qatar se retrouve un peu entre les deux, parce que l'émir Thani a fait quelques déclarations plutôt positives, ou en tout cas ouvertes à l'égard de l'Iran. Et ça vient se surajouter à, en fait, une tension très forte entre Doha et puis Riyad depuis longtemps. On le sait bien. Donc il y a ces dimensions géopolitiques. Et puis il y a aussi, incontestablement, cette instrumentalisation du terme. Le terrorisme est un phénomène d'une très grande complexité. Et au fond, beaucoup dans ces jeux politiques vont accuser l'autre d'être des agents du terrorisme ou des soutiens du terrorisme, alors même que ceux-là qui le disent ont des responsabilités. Je veux dire par là que l'Arabie Saoudite, sinon le gouvernement lui-même, en tout cas des segments de la société ou des rapports au pouvoir de la société saoudienne, ont bien entendu un lien quelque part avec le terrorisme. Enfin, le 11 septembre, c'est pas le Qatar, ce sont des Saoudiens, ça ne veut pas dire le régime saoudien. Bon, et puis certains régimes politiques, comme par exemple l'Égypte aujourd'hui, qui est une brutalité inouïe à l'égard des frères musulmans, mais pas seulement, à l'égard de toute forme d'opposition, dans des conditions qu'on sous-estime vraiment beaucoup, ça produit de la radicalité, forcément, parce que quand on subit cette violence, ça conduit à des réactions de radicalité très fortes. Donc vous voyez, on est dans cette espèce d'amalgame multiple, donc à la fois une dimension géopolitique assez claire, et puis il y a les instrumentalisations multiples. Alors, la guerre des 6 jours, 5 juin 1967, Israël attaque de manière, entre guillemets, préventive ses voisins arabes. Il y a dans votre livre un chapitre qui est intitulé « Tout a commencé le 7e jour », au lendemain donc de l'arrêt des combats. En quoi cette guerre a-t-elle été un tournant pour le Proche-Orient? Elle a été sur beaucoup de plans. Mais si on prend précisément ce que vous avez évoqué, le 7e jour, on reste sur la question fondamentale de la colonisation. C'est une phrase que j'ai entendue de la bouche d'un philosophe israélien que j'avais rencontré il y a bien longtemps, qui était le professeur Leibovitz. Ouais. Et il disait, c'était un religieux, il disait donc symboliquement, pendant 6 jours, il y a eu la guerre, mais le 7e jour, ça a été, on a commencé à occuper et puis ensuite à coloniser. Et donc tout a commencé le 7e jour. Et je crois que nous sommes en présence non pas simplement d'une occupation, ce qui est déjà considérable pour ceux qui subissent l'occupation, mais on est aussi en présence fondamentalement d'une colonisation. Et cette colonisation, il faut bien comprendre que depuis une bonne quinzaine d'années, même davantage, mais je prends 15 ans parce que c'est au lendemain de l'échec des accords d'Oslo, disons autour de l'année 2000-2002, eh bien, il y a une accentuation de la colonisation dans des conditions considérables. Et donc, nous sommes là dans une réalité coloniale ou néocoloniale. Quels territoires sont conquis à l'époque, Jean-Paul Chagnolot? Eh bien, il y a Cisjordanie, Gaza. Il y a les États arabes, c'est le Golan syrien, il y a le Sinaï, mais là, c'était les États arabes, et puis il y a l'intégralité de la Palestine historique, c'est-à-dire Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza. Et c'est là que va commencer très vite une colonisation qui va s'accentuer. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment dans une réalité coloniale qui pose des problèmes énormes aux Palestiniens, évidemment, puisqu'ils sont sous domination, mais aussi pour la population et pour la société israélienne. Je cite dans mon bouquin des Israéliens, je m'appuie beaucoup sur des travaux israéliens ou sur des réflexions d'Israéliens qui disent à quel point l'occupation et la colonisation, c'est une forme de cancer, le mot de Ziv Sternel, universitaire israélien, un cancer qui ronge la société israélienne. Et face à l'interminable guerre en Syrie, toujours dans la région, face aussi à l'émergence de Daesh, eh bien ce conflit il est beaucoup moins médiatisé par rapport à il y a quelques années. Est-ce à dire qu'il a perdu en intensité? La question, elle est au fond au cœur de ce livre aussi. Oui, je crois. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tragédies en Syrie, en Irak, et ces tragédies qui ont fait des centaines de milliers de morts depuis le 2003, si on prend ça comme point. C'est vrai que, du coup, on occulte une question israélo-palestinienne où la violence n'a pas cette étendue. Mais en réalité, la violence, elle est toujours là. Et puis surtout, je crois que ça reste
une question absolument centrale. C'est-à-dire que si, pour comprendre à quel point c'est central, il faudrait essayer d'imaginer ce qu'aurait été une paix entre Israéliens et Palestiniens. Et on doit encore aujourd'hui tenter de la créer, donc de l'imaginer. Donc ça veut dire qu'il y aura un apaisement tout à fait important dans l'ensemble de la région. Ça ne va pas régler la question syrienne ou irakienne. Mais au moins, il y aura ce foyer majeur qui dure depuis 50 ans et même davantage, car on pourrait remonter jusqu'à la déclaration Balfour. Ça changerait beaucoup de choses dans la région. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses en Europe, en France. Enfin, cette espèce de tension constante que produit ici ou ailleurs les relations israélo-palestiniennes pourrait ainsi s'apaiser. Je crois que ce serait tout à fait vital. Si on prend les années 93-94 par exemple, où il y avait de l'espérance, on voit bien ce qui était possible à ce moment-là. Malheureusement, c'était il y a plus de 20 ans. Rabin assassiné par un extrémiste terminé, en Israël. Il y a une ville qui est devenue, entre guillemets, le symbole de l'occupation israélienne en Cisjordanie. Il s'agit d'Hébron. Je vous propose de regarder ces images commentées par Demet Korkmaz. Hébron, lorsque vous pénétrez dans les ruelles du souk, vous entrez dans une zone fortifiée où la tension est palpable, la lassitude également des commerçants palestiniens qui ne vendent plus qu'aux rares touristes. Abdel Raouf tient une échoppe dans la vieille ville. Il a vu la situation se dégrader depuis la guerre des 6 jours, lorsque les premiers colons sont venus s'installer. Avant 1967, nous étions pauvres, mais nous vivions en sécurité. Pendant les 12 ans qui ont suivi la guerre et l'occupation, il y avait du commerce et de bons emplois. Mais après, les violences ont commencé et se sont répandues dans notre région à cause des colons juifs et du soutien qu'ils reçoivent. Depuis 50 ans, la ville est divisée de facto. Le secteur H1 aux Palestiniens, alors que la zone H2 abrite quelques centaines de juifs ultra-orthodoxes, dans des quartiers délimités par des drapeaux. Entre les deux camps, 2000 soldats israéliens stationnés en permanence dans les quartiers clés. Notre vie est tellement dure, on vit puni en permanence, mais que pouvons-nous faire? On doit se sacrifier pour cette terre. Une terre qui affiche 4000 ans d'histoire et le tombeau des patriarches, à la fois mosquée, basilique, mais aussi temple juif, le plus sacré après le mur des lamentations. Une histoire à peine apprivoisée. Je n'ai pas de problème avec les Arabes vivant ici. Si c'est calme, ça ne pose pas de problème qu'ils continuent à vivre ici. Mais ce n'est juste pas possible de vivre dans une peur constante que quelqu'un vienne nous poignarder. Hébron est depuis des décennies l'épicentre du conflit israélo-palestinien. Alors que les négociations sont au point mort, les habitants ici continueront à se tolérer sous la contrainte des armes. Hébron, cœur du conflit, Jean-Paul Chagnolot. Oui, c'est en fait quelque chose de très particulier, le cœur de la ville qui abrite à la fois des lieux saints juifs et musulmans, a été investi dès Pâques 1968 par le rabbin Levinger, qui était vraiment la droite de la droite, qui était minoritaire à l'époque, très très minoritaire, et qui sont aujourd'hui très largement, non pas majoritaires, mais très très influents un peu partout. C'est ce courant-là, je veux dire. Ils ont donc installé une colonie en plein cœur de la ville, et ça s'est étendu. Donc le cœur a été complètement dévitalisé, comme on le voit, on l'a vu sur vos images. Et la tension est terrible, parce que c'est quelques centaines d'Israéliens colons, mais vraiment des fascistes, pour prendre un terme. Et juste un rappel, c'est là que au mois de février 1994, il y a un colon qui a tiré à la mitraillette sur des dizaines de Goldstein. Et donc on est vraiment dans une situation... Jean-Paul Chagnolot, Israël se défend si souvent en disant de toute façon personne ne veut de nous dans la région. Vous disiez tout à l'heure, Cancer disait un Israélien en parlant des colonies, mais en même temps les Israéliens en démocratie, en tout cas dans les urnes, démocratie électorale, ils votent pour Benyamin Netanyahou qui s'allie avec des partis d'extrême droite. Ça c'est aussi un fait. Et qui plus est, le gouvernement israélien dit en face il y a le Hamas qui est monté et qui ne veut pas de nous. Bon, beaucoup de questions, mais en fait, je pense qu'il y a des possibilités de négociation évidentes. Ouais. Ils ont en face le Hamas, c'est vrai, mais ils ont aussi Mahmoud Abbas, qui est un homme de dialogue depuis très longtemps, et il pourrait très bien faire des compromis. Et quand je dis la défaite du vainqueur, ça veut dire que c'est pas parce qu'on occupe militairement et qu'on colonise à fond toute une région et qu'on domine plus de 4,5 millions de personnes, sans compter les Arabes israéliens, que pour autant on va s'installer dans la légitimité. Le seul moyen, c'est par la paix. Et je pense qu'il serait fondamental qu'Israël prenne le risque de la paix. Et il y a des mille et une façons de gérer cela sur le plan de la sécurité. Donald Trump, qu'est-ce que ça change? Pardon, Jean-Paul Chagnolot. Donald Trump, il a refusé ces derniers jours, en tout cas pour l'instant, de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem.
le premier problème de Trump, c'est Trump, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Et en fait, il est dans une espèce d'incohérence complète. Alors, il était sur des positions extrêmement dures, notamment, on va transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Bon, il ne le fait pas. Il a compris que ça allait produire beaucoup de choses, surtout qu'il a fait un voyage du côté de Riyad, dont nous parlions tout à l'heure. Mais il remet les États-Unis dans ce conflit, alors qu'Obama s'en était retiré. Mais non, pour l'instant, n'allons pas si vite. Ouais. Pour l'instant, il n'a aucune vision des choses. Et je crains malheureusement que ça continue de cette façon-là. On verra bien. Hein, on ne va pas insulter l'avenir. Mais nous sommes dans l'incohérence la plus totale. Alors que je répète, on a oublié un point dans notre discussion, je voudrais y revenir, c'est que la communauté internationale, juste avant le départ d'Obama, en décembre 2016, a voté au Conseil de sécurité une résolution. Et c'est important, une résolution comme ça, qui rappelle les bases fondamentale d'un règlement. Autrement dit, ça existe, il faudrait de la volonté politique. Malheureusement, aujourd'hui, je crois que ce pays, en particulier ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Israël, sont dans des passions terribles et nous sommes dans une déchirure entre Israéliens et Palestiniens qui fait que s'il n'y a pas une communauté internationale... Alors justement, vous parlez de la communauté internationale, il y a l'Europe, peut-être, on va peut-être écouter rapidement Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix au Proche-Orient. Il était l'invité hier d'International sur TV5 Monde. Il n'est pas normal que 28 pays européens, plus une ambassade européenne, ça en fait 29. Il y a aujourd'hui 29 représentations européennes à Tel Aviv, les mêmes à Jérusalem pour représenter les intérêts des Européens auprès de l'autorité palestinienne. Chaque représentation, ça coûte des millions d'euros aux contribuables européens. Voilà, l'Europe, la chose est dite, on imagine que vous partagez plutôt ce point de vue, et la France, qui a été si présente, disons même que cette guerre des 6 jours, elle a fait entrer le conflit israélo-palestinien sur la scène politique française, qu'elle a d'ailleurs profondément divisée. Quid aujourd'hui de la France et de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron? Écoutez, pour Macron, c'est comme, je ne sais pas quelle sera sa position. Pour l'instant, c'est dans la continuité, mais c'est encore trop tôt pour avoir une idée clair de ce qu'il veut faire, mais la France a depuis toujours une position qui consiste à dire, c'est la résolution dont je parlais, c'est-à-dire 2 États, et je pense que la seule solution c'est cela. Et la France a organisé cette conférence le 15 janvier dernier pour dire cette solution des 2 États est fragilisée par la colonisation. Arrêtez la colonisation et revenons à un débat politique qui conduise à 2 États. Et juste un mot pour terminer, c'est que je pense que la paix entre Israël et Palestine, c'est pas simplement Israël-Palestine, ce qui serait déjà beaucoup, mais je pense que ce serait une réconciliation profonde entre les Occidentaux et le monde arabe. Enfin, il y a quelque chose de très profond si on veut bien voir les choses avec un peu d'anticipation et une certaine vision, pas simplement de la région, mais du monde. Jean-Paul Chaniolo, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, édition Actes Sud. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sur TV5 Monde.